Bonjour et bienvenue dans cette 7ème vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour des fonctions de base que l'on trouve dans Python. Ces fonctions sont absolument géniales parce qu'elles sont extrêmement utiles, super simples à mémoriser et super simples à utiliser. Par exemple, une de ces fonctions, on l'utilise depuis le début de cette série de vidéos, c'est la fonction print. Et il faut bien l'avouer, c'est une fonction super utile et très facile à utiliser. Eh bien, dites-vous qu'il en existe tout plein d'autres, des fonctions comme celle-ci. C'est parti, on voit ça tout de suite. Ok, je suis actuellement sur la documentation officielle de Python, qui est disponible à l'adresse suivante. De toute façon, je vous mets un lien dans la description de la vidéo et sur mon blog. Donc on est actuellement sur la page qui recense toutes les built-in functions, c'est-à-dire les fonctions de base qui sont implémentées dans Python. Parmi ces fonctions, on trouve la fonction print, qu'on a déjà utilisée plein de fois, mais il y a aussi la fonction enumerate, zip ou encore range, qui sont des fonctions qu'on a utilisées déjà pas mal de fois dans les boucles for. Donc ce que je vais faire avec vous dans cette vidéo, c'est vous montrer, parmi toutes ces fonctions, lesquelles sont les plus importantes, les plus utiles en data science, en deep learning ou en machine learning. On va commencer par voir des fonctions très simples, comme ABS, qui retourne la valeur absolue du nombre qu'on indique en argument, la fonction all, la fonction any, la fonction max, la fonction min, etc., etc. Donc là, si je passe sur mon notebook Jupyter, que je crée une variable, disons x égale -3, eh bien, je peux utiliser la fonction ABS avec x, ce qui va me retourner eh bien, 3, c'est-à-dire la valeur absolue. Une autre fonction très basique, c'est la fonction round, qui nous permet d'arrondir une décimale. Donc si maintenant x est en réalité égal à 3,14, et que j'utilise round sur x, eh bien j'obtiens 3. Maintenant, supposons que je crée une liste 1, qui comprenne 4 éléments, les 4 nombres suivants. Eh bien sur cette liste, je peux utiliser certaines fonctions, comme la fonction max, qui va nous retourner l'élément maximum de notre liste. Donc voilà, en l'occurrence c'est 23. De la même manière, je peux utiliser la fonction min, qui va me retourner -19. Bien sûr, on a déjà vu la fonction length par le passé qui nous calcule la longueur de la liste. On peut aussi utiliser une fonction sum qui fait la somme de tous les éléments de ma liste. Donc voilà, ça nous donne 18. Et sur les listes, il y a aussi deux fonctions bien sympas qu'on peut utiliser, c'est la fonction all et la fonction any. Donc la fonction all, elle nous retourne true quand tous les éléments de la liste sont égaux à true. Et la fonction any, elle nous retourne true quand au moins un des éléments de la liste est lui-même égal à true. Donc pour vous montrer tout ça, admettons que j'ai une liste 2 qui comprenne les éléments true, true et false. Si j'utilise la fonction all sur la liste 2, eh bien ça me retourne false, puisque tous les éléments ne sont pas égaux à true. Et si maintenant j'utilise la fonction any sur liste 2, eh bien cette fois-ci, le résultat c'est true. Mais la fonction all et la fonction any, on n'est pas obligé de les utiliser sur des structures de données qui contiennent des booléens. À la place, on peut aussi les utiliser sur des structures de données qui comprennent des nombres numériques, comme sur notre liste 1, puisque un 0, ça équivaut à false, et toute valeur qui n'est pas égale à 0, ça équivaut à true. Donc si par exemple j'utilise any sur la liste 1, eh bien la réponse c'est true, puisque au moins un des éléments de la liste 1 n'est pas égal à 0. Donc voilà pour les fonctions un petit peu basiques. Maintenant, on va voir des fonctions qui sont extrêmement utiles parce qu'elles nous permettent de convertir une variable d'un type à un autre. Par exemple, des fonctions qui nous permettent de convertir des listes en tuples ou bien des tuples en listes. Ou encore des fonctions qui nous permettent de convertir une chaîne de caractères en nombre entier, c'est-à-dire passer de string à integer ou bien de integer à string. Donc ces fonctions, elles sont super utiles en data science, en machine learning, en deep learning. Vous pouvez les retrouver dans énormément de code que vous verrez sur GitHub ou d'autres sites. Par exemple, si je crée une variable x est égal à 10, cette variable, c'est un integer, il est de type int. D'ailleurs, avant même de faire une conversion, la première chose qu'on peut faire sur cette variable x, c'est d'utiliser la fonction type qui nous retourne le type de la variable que l'on a créée. Donc, avec mon x, si j'utilise type, eh bien, je vais voir que x est de type integer. Maintenant, si on veut transformer ce nombre entier en chaîne de caractères, eh bien, on va utiliser la fonction str, qui est le diminutif pour string. Et maintenant, j'ai x qui est entre apostrophes ou entre guillemets, et donc ça nous donne bien une chaîne de caractères. Et là, de la même manière, on peut utiliser la fonction type pour vérifier de quel type est la variable x, et on voit bien que x, c'est maintenant une variable de type string.
Donc, bien entendu, on peut faire l'opération inverse, transformer une string en nombre entier. Donc par exemple, si j'ai une variable y qui est égale à 20, et que le 20, j'ai en fait envie que ça soit une variable numérique pour faire des opérations mathématiques dessus, donc je vais écrire que y est égal à int y, donc j'utilise la fonction int, eh bien j'obtiens bien y qui est un integer. En revanche, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas convertir tout et n'importe quoi en nombre entier. Par exemple, si je veux convertir le message bonjour en nombre entier, eh ben, ça nous retourne une erreur. Voilà, donc d'autres conversions possibles, ça serait de convertir un nombre entier en un nombre décimal ou l'inverse. Par exemple, si x est égal à 10 et que je fais float x, eh bien, je vais obtenir 10.0. Ce qui m'indique que là, la variable qu'on a à l'écran, c'est maintenant une variable de type float. Voilà, c'est décimal. Maintenant, comme je vous l'ai dit juste avant, on peut aussi convertir des listes en tuples, des tuples en listes, des dictionnaires en listes, etc., etc. Pour ça, on va utiliser la fonction list, la fonction tuple ou bien la fonction dict. Et au passage, ça explique pourquoi à chaque fois qu'on crée une liste, eh bien, on n'écrit tout simplement pas list, L-I-S-T, mais à la place, on va écrire list underscore 1, ou bien quand on crée un tuple, on va pas simplement écrire tuple. C'est parce que ces termes-là sont protégés, ils sont réservés pour l'utilisation des fonctions. Donc quand on écrit tuple, eh bien ça s'affiche en vert parce que ça désigne la fonction. Et si on veut créer un tuple, alors on va faire tuple underscore 1 par exemple. Donc là ici j'ai créé une liste, liste 1, et si je veux convertir cette liste en tuple, eh bien je vais utiliser la fonction tuple sur ma liste 1, et là j'ai un tuple qui contient les mêmes éléments que ma liste, sauf que c'est un tuple. Donc ce tuple, si je l'enregistre en tant que tuple 1, après de la même manière, eh bien, je peux reconvertir ce tuple en liste. Pour ça, j'utilise la fonction list, à l'intérieur de laquelle je fais passer tuple 1. Et là, j'ai de nouveau une liste. Maintenant, si on travaille avec un dictionnaire, eh ben, c'est pareil, on peut utiliser la fonction list sur, par exemple, les clés de mon dictionnaire. Donc j'aurai inventaire.keys. Et ça va me donner les différentes clés de mon dictionnaire sous forme de liste. Donc voilà, ces fonctions qui nous permettent de convertir une variable ou une structure de données d'un type à l'autre sont vitales en data science, machine learning, deep learning. Maintenant, il en existe d'autres, des fonctions de conversion. Par exemple, on a la fonction bin qui nous permet de convertir par exemple un integer en nombre binaire, ou bien bytes, ou bien on a la fonction hex pour hexadécimal, ou bien oct pour des octets. Alors, ces fonctions, on peut rapidement les voir, mais bon, elles sont pas très importantes, c'est pas vraiment ce qu'on utilise le plus souvent en machine learning, en data science ou en deep learning. Allez, juste pour le fun, si on veut convertir par exemple 15 sous forme binaire, eh bien voilà, ça nous donne 1, 1, 1, 1. Voilà. Si sous forme d'un octet, bah, ça nous donne 1, 7. Sous forme hexadécimale, ça nous donne la lettre F, etc., etc. Maintenant, on va voir une autre fonction qui n'est pas souvent utilisée, mais qui est quand même bien pratique et bien sympa à connaître, c'est la fonction input, qui nous permet de demander à l'utilisateur du programme d'entrer du texte, ce qu'il veut, un nombre, bref, et la fonction, elle nous retourne une string, c'est-à-dire la chaîne de caractères que l'utilisateur a rentrée. Petite démonstration, si je crée la fonction input, et bien là, en exécutant ma cellule, Jupyter Notebook attend que l'utilisateur, c'est-à-dire moi, entre quelque chose, donc je vais peut-être écrire bonjour, et la fonction input nous retourne ce que j'ai écrit, c'est-à-dire bonjour, mis dans une chaîne de caractères, c'est-à-dire entre apostrophes. Donc par exemple, si cette chaîne de caractères, je veux l'enregistrer, bah, je vais simplement écrire x égale, et ça va prendre le résultat de la fonction input. Maintenant, dans la fonction input, je peux aussi entrer un message qui doit être affiché à l'utilisateur avant qu'il entre la commande qu'il veut entrer. Donc, par exemple, je peux écrire entrer un nombre. Donc, on va demander à ce que l'utilisateur entre un nombre. Et donc voilà, on a enregistré dans la variable x ce que l'utilisateur avait tapé. Maintenant, il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que x, c'est une string. D'ailleurs, on peut réutiliser notre fonction type pour vérifier ça, et on voit bien que c'est une string. Ce qui veut dire que si on veut que l'utilisateur entre un nombre pour faire un calcul avec, il va falloir convertir cette string en nombre entier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction qu'on a vue avant, et donc on a bien maintenant x qui est de type integer, et on pourrait faire des calculs avec x. Par exemple, on pourra faire x plus 10
Et donc, si j'entre par exemple 10, eh bien le résultat, c'est 20. Donc voilà, cette fonction, on s'en sert pas souvent, mais elle est sympa à connaître. Voilà, maintenant avant de conclure cette vidéo, on va encore parler de deux fonctions. La fonction format, qui est une fonction qui est utilisée par pas mal de développeurs, donc elle est importante à connaître si vous ne voulez pas être largué lorsque vous allez sur des sites comme GitHub ou Kaggle et que vous consultez d'autres codes. Et on va aussi parler de la fonction open, qui est une fonction qui nous permet de créer des fichiers, d'ouvrir certains fichiers qui sont sur notre ordinateur, bref, qui nous permet de faire des choses vraiment très importantes, en tout cas en data science. Ne vous en faites pas, je ferai aussi une vidéo sur la fonction filter et la fonction map plus tard dans cette formation. Ce sont des fonctions extrêmement importantes, mais un petit peu plus avancées, donc on verra ça dans une autre vidéo. D'ailleurs, s'il y a d'autres fonctions dans ce tableau que vous voudriez mieux comprendre, dites-moi dans les commentaires lesquelles de ces fonctions il s'agit, et je me ferai un plaisir de faire une vidéo à ce sujet. En attendant, parlons de la fonction format. Cette fonction, elle permet de personnaliser des chaînes de caractères, de les rendre dynamiques. Par exemple, dans le message suivant, on pourrait avoir envie de remplacer 25 et Paris par des variables, du style x égale 25, ville égale Paris, puis de remplacer 25 par x et Paris par ville dans notre chaîne de caractères. Le problème, bien évidemment, c'est que si on exécute notre code tel qu'il est, eh ben, ça va nous donner la température est de x degrés Celsius à ville. Donc la solution pour rendre une chaîne de caractères dynamique en y intégrant les valeurs de certaines variables, c'est d'utiliser la fonction format. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer x et ville par des accolades. Puis, à la fin de notre string, on va utiliser la fonction format, et à l'intérieur de la fonction, on va faire passer tour par tour les différentes variables qu'on veut insérer dans notre string, c'est-à-dire x puis ville. Et à ce moment-là, si j'exécute mon code, alors j'obtiens bien la température de 25 degrés Celsius à Paris. Et donc je peux changer ça de façon très rapide, elle est de 30 degrés. Alors il y a aussi une façon plus rapide d'écrire tout ça, c'est plutôt que d'écrire notre string puis .format, on commence la string avec f, et vous voyez f est coloré, puis ensuite à l'intérieur de nos accolades, on peut directement écrire nos variables. Et là, on obtient le même résultat. Une des raisons pour laquelle je vous montre la fonction format, c'est parce que sur internet, vous pourrez voir occasionnellement des développeurs qui utilisent cette fonction pour par exemple accéder à certaines clés de leur dictionnaire dans une boucle for, par exemple. Donc imaginons que là j'ai créé un dictionnaire paramètres pour un réseau de neurones très petit, donc dans lequel il n'y a vraiment pas beaucoup de neurones. Eh bien avec la technique format, je peux accéder aux différentes couches de mon neurone, 1, 2, etc., à travers une boucle for, en combinant par exemple la lettre W puis les accolades et la valeur qu'a la variable i à chaque instant dans la boucle for. Démonstration, en exécutant mon code, sur la couche 1, voici ce que contient W1, et sur la couche 2, voici ce que contient W2. Bien entendu, une autre façon d'obtenir ce résultat, ça serait d'utiliser la fonction string qu'on a vue avant, donc au lieu d'écrire w.format, etc., on pourrait écrire w plus string de ce que contient i. Et à ce moment-là, eh bien, on obtient exactement le même résultat. Donc voilà pour la fonction format. C'est une fonction utile, on peut l'utiliser de 1000 autres façons différentes, mais on ne va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo. Maintenant, on va parler de quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est la fonction open, qui nous permet d'ouvrir des fichiers, ou bien de créer carrément des fichiers et de les enregistrer sous un certain nom sur notre ordinateur. Voyons ça de plus près. En fait, la documentation nous indique que c'est une fonction qui prend pas mal d'arguments, comme vous pouvez le voir. Donc d'abord, on a un fichier, un file à indiquer, puis ensuite il y a un mode d'ouverture. Donc on a différents modes qui existent, le mode R qui nous permet d'ouvrir pour lire un fichier, on a le mode W qui nous permet d'ouvrir pour écrire à l'intérieur d'un fichier, etc., etc. Par exemple, un autre mode qui peut être intéressant, c'est le mode A qui nous permet d'ouvrir pour écrire en partant de la fin d'un fichier, c'est-à-dire sans overwrite, c'est-à-dire sans effacer ce qu'il y a déjà dans le fichier. Donc voilà, on a pas mal de modes intéressants à utiliser avec la fonction open. Maintenant, voici comment utiliser cette fonction open. En général, on crée une variable f, qui veut dire fichier, et on dit qu'elle est égale au résultat de la fonction open, dans laquelle, entre parenthèses, on va indiquer un nom de fichier, par exemple, on va créer un fichier.txt, puis on va désigner un mode, par exemple le mode lecture ou le mode écriture.
Par exemple, moi je vais créer un fichier dans lequel je vais écrire du contenu. Ensuite, une fois qu'on a exécuté notre ligne, on a un objet f qui est notre fichier et sur lequel on va pouvoir faire des opérations, des actions. Par exemple, une des actions qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est écrire quelque chose dans notre fichier. Pour ça, on va utiliser la méthode write. Et pour accéder à cette méthode, rappelez-vous, on fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on écrit point. Et après, si on appuie sur Tab, on a à disposition toutes les méthodes qu'on peut utiliser sur notre objet f. Donc par exemple, nous, on va chercher la méthode write. Et donc, à l'intérieur de write, on va ouvrir des parenthèses et on va dire, par exemple, qu'on va afficher le message bonjour. Donc on peut écrire comme ça énormément de choses dans notre fichier. Et une fois qu'on a fini d'utiliser notre fichier, par exemple d'écrire du contenu dans le fichier, on va utiliser une autre méthode sur f. On va utiliser la méthode close qui nous permet de fermer le fichier. Puisqu'au début on l'a ouvert, il faut bien le fermer. Et maintenant, si on exécute ce code-là, alors dans mon répertoire de travail, j'ai un fichier fichier.txt qui a été créé. Ce fichier a été créé par mon programme, ici présent. Et si je l'ouvre, eh bien, ce fichier, il contient le message bonjour. C'est le message que j'ai demandé à écrire. Donc maintenant que j'ai un fichier à disposition, je peux aussi le lire. Donc pour ça, je vais écrire f égale open, puis je vais écrire fichier.txt. Et le mode que je vais utiliser cette fois-ci, ça va être le mode R pour read. Et donc, si maintenant je vais à la ligne et que j'utilise la méthode read sur f, eh bien, mon écran va m'imprimer le contenu qu'il y a dans mon fichier f. Alors, dans la pratique, on écrit plus souvent toutes ces lignes avec la commande suivante. With open, puis là, on écrit notre fichier blablabla, as f, double point à la ligne, comme pour une boucle for. Et à ce moment-là, on va pouvoir écrire tout ce qu'on veut faire avec ce fichier d'ouvert. Et la différence avec la méthode que vous avez d'en haut, c'est que lorsqu'on utilise with open eh bien, on n'a pas besoin d'utiliser f.close, parce qu'à partir du moment où on a fini d'effectuer nos opérations, par exemple f read, et qu'on retourne à la ligne A, eh bien, le fichier va être fermé par Python. Et ceci automatiquement. Donc si j'exécute mon code, j'obtiens bonjour comme avant. Donc maintenant, pour finir cette vidéo, ça serait d'écrire un petit algorithme qui nous écrit dans un fichier texte tous les nombres carrés de i allant de 0 à 10. Donc pour ça, dans notre fonction open, on va remplacer r par w. Puis, on va utiliser une boucle for, donc for i in range jusqu'à 10, double point à la ligne, f.write, et à l'intérieur de write, on pourrait se dire qu'on veut écrire i, virgule, i au carré. Sauf que là, si on exécute notre code, Python va nous dire que write ne prend qu'un seul argument, donc là on en a donné 2, et si à la limite on en avait donné qu'un seul, c'est-à-dire i, eh bien là il nous dirait que non, ça va pas parce que à l'intérieur de write, on doit écrire une chaîne de caractères et pas des integers. Donc c'est là que la fonction string ou la fonction format peuvent s'avérer extrêmement utiles. Par exemple, avec la fonction format, si je veux écrire i au carré est égal à la valeur de i au carré, je pourrais faire accolade au carré, donc ça c'est ce qui va apparaître dans mon fichier texte, est égal à accolade. Et là, à l'intérieur, on va passer i et i au carré. Et là, cette fois-ci, c'est bon, il n'y a pas de bug dans mon code, et cet algorithme produit donc le fichier texte suivant, qui est complètement illisible, il faut bien l'avouer. Donc pour ça, je vais vous montrer comment aller à la ligne pour écrire des nouvelles lignes à l'intérieur d'une string. Pour ça, on utilise \n. Et là, si je réexécute mon code, eh bien ça nous donne le fichier texte suivant. 0 au carré égale 0, 1 au carré est égal à 1, 2 au carré est égal à 4, etc. etc. Maintenant, l'exercice pour cette vidéo, ça serait d'utiliser la fonction open pour lire ce fichier texte et d'écrire dans une liste toutes les lignes de ce fichier les unes après les autres. Maintenant, voici la réponse à l'exercice de la dernière vidéo, dans laquelle je vous ai donné comme mission d'utiliser la méthode des dictionnaires comprehension pour créer un dictionnaire qui comprenne tous les nombres carrés de 0 à 20 en tant que valeur du dictionnaire, et en tant que clé, il faut que ce soit les nombres de 0 à 20 eux-mêmes. Donc pour ça, il faut bien sûr commencer par créer une boucle for dans notre dictionnaire, et ensuite, on écrit k, ou bien string k, en utilisant la fonction qu'on a vue aujourd'hui, double point k au carré.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté quelques fonctions de base de Python, en tout cas celles qui sont les plus importantes en machine learning, en data science et en deep learning. Ce que je voulais également vous montrer, c'est comment trouver sur internet les bonnes ressources, la bonne documentation, celle qui vous permet de mieux comprendre comment vous servir de Python plutôt que simplement taper dans Google les bugs que vous avez lorsque vous rencontrez un bug. Ça vous permettra de développer des meilleurs programmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner et merci de me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.